Bonjour. Alors cette vidéo constitue la suite de la précédente. Donc, nous sommes en train d'analyser un aphorisme donc du gai savoir qui concerne les loisirs et l'oisiveté. Et nous avons déjà donc avancé sur la première partie, le premier point, à savoir que ce texte constitue finalement une critique de l'époque contemporaine. Nietzsche s'en prend à tout ce qui peut épuiser l'individu dans notre société contemporaine. Cette course effrénée pour le travail, pour le profit, et tout ce qui s'ensuit et qui nous fait perdre le temps de la méditation et de la vie contemplative. Et donc on comprend que dans un deuxième temps, ce qu'on pourrait mettre en avant, c'est finalement les moyens de procéder à un retournement des valeurs. Donc ce qu'on peut essayer de montrer, c'est que l'objectif de Nietzsche dans ce texte, c'est aussi de nous donner les clés pour un diagnostic percutant et la manière finalement de trouver des remèdes et de retrouver du temps pour cette vie contemplative. Donc c'est ce que j'aimerais bien montrer dans cette deuxième partie. Donc on voit dans ce texte que la méthode de Nietzsche est toujours la même, hein, c'est établir un diagnostic critique. Il veut se faire en quelque sorte médecin de notre âme mais aussi de notre corps, on va dire. Et donc il va s'agir de voir quels sont les symptômes de certaines inversions de valeurs, qu'est-ce qui révèle en fait de manière cachée que des valeurs se sont inversées et que nous ne sommes plus dans l'authenticité de l'affirmation de la vie. Et donc il va essayer de montrer que jadis en fait la valeur travail n'était pas mise en avant de la même manière que maintenant dans notre monde capitaliste et que c'est là que le bas blesse. C'est là que le bas blesse, il pointe, il met le doigt où ça fait mal. Et c'est ce qu'il appelle faire de la philosophie à coups de marteau. Donc on sait que Nietzsche était ce qu'on appelle avec Marx et Freud un des maîtres du soupçon. C'est-à-dire que quand il voit que les gens idolâtrent un certain objet, il veut voir si cette idole sonne creux, si elle sonne faux, en tapant dessus avec un marteau. C'est le sous-titre d'une de ses œuvres qui s'appelle Le crépuscule des idoles, qui viendra après le gai savoir. Et après, le sous-titre explique qu'il va philosopher à coups de marteau. Mais il ne s'agit pas d'une violence véritable, il s'agit de remettre en cause surtout les préjugés sur lesquels repose notre société et de voir si on ne peut pas les inverser, si on n'a pas intérêt à les inverser. Donc ça a quelque chose de l'ironie socratique aussi, Socrate qui s'amuse à inverser les points de vue de ses interlocuteurs, donc avec un certain mordant. Donc c'est un petit peu ce mordant-là que Nietzsche incarne. Alors donc il va s'agir avec ce diagnostic critique qui permet d'interpréter le réel et d'interpréter ce qui nous arrive, de faire la généalogie des valeurs, ça c'est un mot-clé de la compréhension de la philosophie de Nietzsche. Faire la généalogie, c'est dire d'où viennent les valeurs, donc retracer leur parcours, les développements qu'elles ont suivis, mais il ne s'agit pas de faire comme Hegel, de tout lisser dans une histoire qui serait une phénoménologie de l'esprit avec des étapes qui par Aufhebung, c'est-à-dire par dépassement successif, s'engendreraient les unes les autres de manière lisse en un seul système. Au contraire, en fait, la généalogie des valeurs de Nietzsche est un peu plus sauvage. Il propose de se replonger dans les temps passés, de se démoder. Volontiers, il aime explorer le monde antique de la Grèce, puisqu'il est philologue, donc il est spécialiste des langues antiques. Rome, bien sûr, l'intéresse aussi, tout ce qui est monde antique. Donc il faut se décaler dans ce monde antique, voir ce qu'il en était de ce temps où il y avait encore des esclaves, par exemple. Alors non pas pour bénir les esclaves, mais pour se rendre compte que finalement, il y a une certaine vanité à vouloir s'activer dans le travail comme nous le faisons. Donc l'idée, ce n'est pas de retourner dans ces époques révolues et d'y rester, comme on pourrait le penser. Nietzsche n'est pas du tout conservateur ou traditionnaliste. Ce qu'il veut, c'est surtout casser en fait les habitudes du présent pour, il l'espère, donc ouvrir les temps à venir. C'est ce qu'il dit dans les considérations intempestives ou considérations inactuelles. C'est un peu comme les gens qui s'habillent avec des habits du passé pour faire une nouvelle mode. Donc c'est un petit peu ce qu'il fait. Il aime bien se démoder, il aime bien faire cela. Et ça lui permet en fait, cette navigation dans le temps, ça lui permet de nouveau d'adopter le point de vue contemplatif.
et de retrouver des valeurs intéressantes, retrouver un intérêt aux valeurs. Donc, la notion d'intérêt est très importante. Pour Nietzsche, nous sommes intéressés, nous ne pouvons pas être désintéressés. Il nous faut nous intéresser aux valeurs que nous défendons, nous y intéresser avec tout notre cœur, et par exemple retrouver de l'intérêt dans les cérémonies, ne pas faire les cérémonies juste pour faire des cérémonies, juste pour aller apporter le gâteau à ses grands-parents le dimanche, mais vraiment y trouver un intérêt. Et trouver que dans les détours de l'obligeance, dans l'esprit, dans la conversation, finalement, il y a quelque chose de très important, hein, cet intérêt pour la beauté, la lampe flèche de la beauté, le fait de prendre du temps, de se cultiver, de bien occuper son temps libre, voilà ce qui permet de ne plus avoir honte de s'affirmer soi-même, hein, d'avoir la tête haute. Et donc il faut prendre sur son temps, il faut accepter de perdre du temps en se cultivant. C'est ce que fait Nietzsche dans La naissance de la tragédie. Il s'intéresse à Échille, il s'intéresse à Sophocle, il s'intéresse à Euripide. Il prend son temps donc dans tout ce qui est spirituel, dans tout ce que l'histoire humaine peut avoir de spirituel. Et à travers cela, il se forge son intérêt à lui, hein. Il voit ce qui a de la valeur pour lui et ce qui ne peut avoir de valeur que pour lui, que pour son métabolisme, son esprit à lui. Et donc il va arrêter d'avoir du coup mauvaise conscience, hein, donc il va être dans un rapport d'authenticité à lui-même, un peu comme quand Sartre nous demande d'être de bonne foi, hein, donc Nietzsche aussi ne veut pas que nous soyons de mauvaise foi, ne veut pas que nous donnions le change, il ne veut pas que nous soyons hypocrites, que nous portions des masques. Il veut que nous nous forgions notre morale personnelle. Alors on a envie de dire, mais ça n'existe pas une morale personnelle. Soit une morale est collective, soit elle est individuelle et ce n'est plus une morale. Mais pour Nietzsche, si, nous avons une sorte de providence personnelle, il le dit dans Le Gai Savoir, c'est-à-dire que il y a une sorte de synergie qui fait que notre corps convient à un certain nombre d'idées, que ces idées conviennent à notre corps, que certains climats nous conviennent. Et si on trouve cela, on arrêtera de se mesurer aux autres, on se mesurera à soi. Et on sera fier de la perspective qu'on a sur le monde, parce que cette perspective est unique, hein, il n'y a que nous qui avons cette perspective. Et donc il faut prendre du temps pour rechercher, à travers toutes les inversions des valeurs successives, celles qui nous conviennent le mieux, et éventuellement accepter de renverser les valeurs, s'isoler pour retrouver foi en soi. Et s'affirmer soi-même, mais aussi affirmer la vie, hein, qui est vraiment la formule finale de toute œuvre de Nietzsche. Et donc on arrive au troisième point que je voulais développer, après ce premier point qui était destiné à montrer le diagnostic, la critique qu'il fait de la société, puis donc cette généalogie des valeurs à laquelle il invite, cette inversion des valeurs à laquelle il invite. J'aimerais en venir au troisième point, qui est qu'il faut retrouver ce que serait un vrai divertissement. Là, c'est intéressant parce que Pascal et Nietzsche ont un même diagnostic, mais ne donnent pas les mêmes remèdes. À savoir que Pascal et Nietzsche trouvent que c'est très grave que l'homme se divertisse et ne voit pas la finitude qui est la sienne. Donc il faut que l'homme absolument soit lucide par rapport au tragique de son existence. Hein, donc chez Blaise Pascal, ça donne des phrases du style le silence infini de ces espaces m'effraie. Donc Nietzsche aussi est effrayé par le tragique de l'existence. Mais en même temps, il ne veut pas rester à cet effroi. Il ne pense pas qu'il soit si grave que l'homme se divertisse. Alors que Pascal veut mettre fin au divertissement pour ramener l'homme vers la religion et le sauvetage par la foi en Dieu. Nietzsche ne prend pas cette bouée. Il dit qu'il faut savoir vraiment se divertir. Il faut être lucide par rapport à cette finitude, mais il n'y a pas à s'accrocher à la bouée de la religion. Et donc ce qui nous permet de nous sauver, c'est de savoir vraiment bien se divertir. Donc il va nous donner une leçon de divertissement. Divertere veut dire se détourner d'eux, hein, passer par des détours, ne pas aller droit au but. Et ça, Nietzsche, ça lui plaît vraiment beaucoup. Sa philosophie est une sorte de promenade avec des stations, des points hauts, des points bas. On dirait qu'on va on décline vers des valles, on remonte vers des sommets. On suit souvent des petits parcours quand on suit son œuvre. Et cette force du vrai divertissement, c'est celle de la promenade sans but. Hein, c'est la promenade qui est une errance. Être errant, c'est une bonne chose parce que le monde n'est pas un système. Nous ne sommes pas des systèmes. Le monde est multiple. Nous sommes des chaos.
Donc il faut que l'écriture elle-même ait quelque chose de chaotique. Alors Montaigne disait j'aime bien aller à saut et à gambade. Ça pourrait aller très très bien aussi à Nietzsche, hein, qui aime bien aussi Montaigne et sa saveur ce pouvoir de gambader. Montaigne disait je n'aime rien tant que d'être assis le cul sur une selle. Hein. Donc il aime bien foncer en fait dans des directions différentes et il ne s'occupe pas de s'enfermer dans un système. Donc on est très loin des solutions cartésiennes par exemple. Donc on va à saut et à gambade sans prétention. Et cette errance qui n'est pas guidée par un but, qui n'est pas calcul, en fait, l'idée de vivre sans calcul, voilà ce qui intéresse Nietzsche. L'homme calculateur, c'est le barbare. Hein, c'est celui qui voit si à la bourse, s'il achète tant d'actions chez Total, chez Alstom, etc., il va s'enrichir demain. Ça, c'est le manque total de culture, c'est l'absence totale de force. Les forces vitales, elles ne viennent qu'à celui qui sait épouser les hasards du monde, qui sait se rendre sensible à tout ce qui existe, hein, dans toute sa subtilité, dans tous ses détails. Et cela, ce n'est possible que par la contemplation et la promenade, la marche. Nietzsche ne croit qu'aux paroles qui nous viennent en marchant. Il dit d'ailleurs, je ne croirais qu'à un dieu qui danse. Hein, c'est tout ce que je veux bien croire à un dieu s'il est capable de danser comme Dionysos, ça me va. Mais s'il n'est pas capable de danser, alors si ses pensées ne sont pas en mouvement, s'il me donne des ordres fixes, des morales stables et absolues, alors je n'y crois pas. Parce que nous sommes dans une sorte de flux. Hein, donc ça ne sert à rien de penser l'arrêter. Donc on retrouve des forces en se promenant avec ses pensées, avec ses amis. Alors donc avec ses pensées, bien sûr, c'est l'idée de passer d'une idée à l'autre par association libre d'idées. On peut penser à des écritures libres, comme chez Freud, les associations d'idées qui suscitent une forme de psychanalyse, hein, une pensée des profondeurs. On peut penser aussi à Éluard, les mains libres, etc., les surréalistes. Donc se promener avec ses pensées, c'est accepter de se perdre pour se dépayser, se transformer, accepter de se métamorphoser. Donc ça, c'est un maître mot. Chez Nietzsche, Dionysos, c'est le modèle. Dionysos, c'est le dieu qui accepte de se transformer. C'est le dieu, j'allais dire, aux multiples facettes, hein, qui peut être ivre et puis tout à coup dire une chose avec profondeur. Donc Dionysos, oui, le maître de la métamorphose. Ça rappelle d'ailleurs un peu la pensée goethéenne avec ses métamorphoses, mais le vivant est ce qui se métamorphose, certes, ce qui évolue. Hein, donc on voit bien qu'il y a des nouveaux paradigmes sur la nature. À côté de Darwin, d'autres pensent à l'évolution de la nature. Mais pour Nietzsche, ça veut aussi dire vivre dangereusement, hein, installer sa maison sur le Vésuve. Voilà ce qu'il faut faire. Et ça permet en fait de laisser de nouvelles règles s'inventer. Il ne faut pas sans cesse nous-mêmes vouloir inventer des règles de surplomb. Il faut laisser aussi les règles s'inventer par elles-mêmes. Ça pense en moi, mais oui, ça pense en moi, et je dois laisser ces pensées arriver sans forcément vouloir toujours les organiser, les réguler, les contrecarrer. Je dois avoir une pensée un petit peu instinctive et suivre une part de pulsion pour bien vivre. Et donc la conclusion, c'est que ce qui convient, c'est l'otium et le bellum. On voit qu'il faut les deux. C'est-à-dire il faut l'oisiveté, c'est-à-dire un temps qui est réservé à la paresse, il y a un droit à la paresse, un éloge de la paresse, parce que c'est dans ce temps paradoxalement inactif où nous sommes les plus actifs. Il faut un temps libre comme celui que l'enfant s'octroie ou le poète quand il invente des nouvelles règles de poésie par exemple. Et il faut aussi le bellum. Alors là, on peut être un peu plus critique, enfin moi je le serais. Il faut un esprit combatif. Alors ça ne veut pas dire, on a bien compris, être plus rapide que les autres dans les affaires, les prendre de vitesse. Ça ne veut pas dire être hypocrite et frapper sans que l'autre ne voie qu'on le frappe, hein, donner le change. Ça ne veut pas dire être combatif, gagner plus d'argent à la bourse. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire essentiellement se dépasser soi-même, dépasser nos propres routines, dépasser nos propres opinions, ce qui nous enlise dans une temporalité asservissante, repenser le temps, hein, donc non pas linéairement avec des buts, mais plutôt sous la forme d'une boucle. Et c'est surtout voir si la force de notre volonté va supporter l'idée de vouloir et de revouloir toujours ce que nous voulons. Hein, donc savoir vraiment ce que nous voulons. Voilà en fait cette combativité hein, qui consiste plus en une volonté très forte plutôt que dans une agressivité. En tout cas, j'espère que c'est ce que signifie Nietzsche par son propos. Je vous remercie pour cette première lecture.